Trois invités avec nous chaque soir autour de la table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Céline Picmal-Prat nous accompagne également, présidente de Picmal-Houghton Investments. Bonsoir Céline. Bonsoir Grégoire. Et Louis Defels, directeur général et responsable des gestions de Gay-Lussac Gestion, est également avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci à vous trois d'être là. Ravi de vous retrouver avec, alors je le disais en titre, ce signe rouge qui vient faire trembler les grandes valeurs de la tech américaine et plus précisément autour de la thématique IA et de l'infrastructure IA. DeepSeek revendique un modèle d'IA et un robot conversationnel qui semble au moins aussi performants que ceux qu'on peut trouver développés par les anglo-saxons sur le marché, beaucoup moins coûteux semble-t-il et plus sobre également sur le plan énergétique. Je citais des investisseurs emblématiques de la tech américaine, Marc Andreessen par exemple, a été le premier à saluer une percée extraordinaire en provenance de Chine à travers DeepSeek et évoque même un moment Spoutnik où on se retrouve dans les années 50, l'Amérique voit débarquer Spoutnik 1 dans le domaine de l'exploration spatiale, évidemment, à l'époque, ce qui représente un wake-up call un peu dur pour la partie américaine à ce moment-là. Qu'est-ce que tout ça vous inspire, Céline ? Et je le précise, ça fait déjà quelques temps, vous êtes... j'allais dire, très prudente, voire méfiante, voire non investie dans cette partie technologique américaine très centrée sur l'IA. Tout à fait Grégoire. Donc effectivement, nous étions non investis sur la technologie, nous restons non investis. Non pas parce que nous ne croyons pas à cette révolution de l'intelligence artificielle qui va bien entendu avoir de multiples conséquences pour notre environnement au cours des années à venir, mais tout simplement parce que quand on a un environnement dans lequel on a énormément d'argent qui est déployé sur un métier en particulier, eh bien vous avez un phénomène schumpeterien qui vous conduit à avoir plus de concurrence. Et quand on a plus de concurrence, à la fin, ça a un impact négatif sur la rentabilité des investissements que vous faites dans ce domaine-là. Et ce à quoi on a assisté au cours des 15 dernières années, ça a été une course en avant dans la technologie. Au départ, on avait des acteurs qui avaient un monopole ou quasi-monopole. Et puis, à force d'investissement et de nouvelles entreprises qui se lancent, on finit par avoir un paysage un peu plus éclaté. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec l'annonce de DeepSeek du côté de la Chine. Alors, je ne sais pas si ça sera une entreprise qui permettra de changer totalement l'environnement dans lequel on est. Mais tout ce que je sais, c'est que la rentabilité à venir pour les leaders du marché de l'intelligence artificielle sera peut-être plus faible que ce à quoi nous étions préparés, compte tenu des valorisations qui étaient attachées à ces entreprises. Voilà. Et de ce point de vue-là, le moment DeepSeek, l'événement DeepSeek, c'est une petite étincelle qui vient, alors je ne dis pas faire sauter le baril de poudre, parce qu'on n'en est pas là, sans doute, Céline, mais qui vient quand même soulever ou magnifier cette question de la monétisation de l'IA et des CAPEX, des investissements qui ont été déployés dans les infrastructures IA à vitesse grand V depuis 2-3 ans. Cette question, elle existait, elle était lancinante, on pensait qu'on avait du temps pour y répondre, en tout cas que les applicatifs, ceux qui allaient mettre en place les applications, aurait un peu de temps pour y répondre. Visiblement, là, on a un modèle économique beaucoup plus efficace, peut-être, de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, on va se poser, j'imagine qu'on va avoir tous les résultats qui vont tomber au cours des prochains jours, qu'au moment des conversations qu'on va avoir avec les dirigeants, ça va être une conversation assez rude entre les investisseurs et les dirigeants sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, si on parle de coûts divisés par 10 ou 20, effectivement, ça change totalement les attentes de croissance. Et notre problématique, c'est pour ça que j'avais fait souvent le rappel avec ce qui s'était passé dans l'Internet dans les années 90 et 2000, ou ce qui s'est passé dans les chemins de fer il y a beaucoup plus longtemps, ou ce qui s'est passé quand on a mis en place des canaux. Enfin, c'était des révolutions industrielles ou économiques majeures. Mais à un moment donné, quand on a des attentes qui sont trop importantes, on a la déception d'être déçu. Et comme on attendait des croissances qui étaient supérieures à 20% au cours des 20 prochaines années pour ces entreprises, compte tenu des valorisations, si jamais on ne fait pas 20 mais 10, ben ça change un tout petit peu ça change le prix et la valeur qu'on peut donner à ces valeurs. Sûr. C'est purement... Mais par contre, voilà, qu'on soit bien clair, je ne pense pas qu'on va être dans un environnement qu'on va revenir à l'âge de pierre et qu'on va pas du tout utiliser ces modèles-là. C'est bien de le préciser. C'est pas la question qui se pose, parce que souvent on me dit, mais du coup tu n'y crois pas. Vous croyez pas en l'IA ? Non, c'est pas ça. C'est pas le problème. C'est une position d'investisseur pragmatique. La révolution Internet a eu lieu.
Mais par contre, effectivement, pour la rentabilité des entreprises, on a attendu 10 ans et ça n'a pas du tout été en 2000 qu'on en a profité, mais plutôt en 2011. Ce qui me frappe, avant de faire tourner la parole, c'est la vitesse à laquelle cette technologie, ou en tout cas l'infrastructure peut se banaliser, se commoditiser, comme on dit. C'est-à-dire qu'on pensait bien qu'il allait y avoir ce phénomène de commoditisation des modèles IA, etc. Mais j'avoue que c'était pas évident de le voir arriver là, comme ça, début janvier, janvier 2025, quoi. On ne pouvait pas connaître l'étincelle. Ce qu'on pouvait savoir, c'est qu'on avait une concentration très importante de la part des investisseurs sur un secteur et que sur ces secteurs-là, on avait des valorisations qui étaient celles qu'on avait connues en 2000 et que quand on a des valorisations qui sont très importantes et des attentes qui sont très importantes, on a un risque qui est très important. Voilà. C'est uniquement la conclusion qu'on peut tirer. Et comme je disais tout à l'heure, quand on a beaucoup d'argent qui s'investit sur un endroit, on risque d'avoir des marges plus faibles. Quels enseignements vous tirez à ce stade de l'événement DeepSeek qui marque cette journée, alors qui peut être vu comme un événement spécifique IA, avec Nvidia évidemment qui perd 15%, mais bon, si c'est la question du cycle de CAPEX, d'infrastructures IA notamment qui est remis en cause, ça peut aussi vite devenir un sujet un peu plus macro, j'imagine. Oui. Mais ça arrive vraiment en plus à un moment après 2 années exceptionnelles aux États-Unis, quasiment 2 années de suite, plus 20 sur le S&P, même plus 24 l'année dernière. C'est vrai qu'on a vu, vous savez, on travaille pas mal avec Jean-Pierre Petit des KR l'économie, et qui nous disait qu'est-ce qui se passe après 2 années exceptionnelles sur des performances de S&P pour qu'il y ait une troisième aussi forte performance au-dessus de 10%. C'est à chaque fois que ça arrivait, c'était un phénomène de bulle. Donc la question de savoir, voilà, est-ce que les valeurs de l'IA, c'était un peu une bulle. C'était pas forcément la même chose qu'en 99, parce que les sociétés gagnaient pas d'argent. Mais là, on se pose une vraie question sur la monétisation des CAPEX, comme vous venez de dire. Et comme par hasard, ça arrive tout de suite après le 20 janvier, après l'intronisation de Trump, où c'était peut-être le summum de toutes les annonces. Stargate, 500 milliards, les CAPEX de Meta et Microsoft largement au-dessus des attentes. Quoi. Dès la première semaine, on a le pic Trump. Voilà, le pic Trump. On a tout, la Colombie, Stargate. Toutes les sociétés montaient à fond. Schneider Electric, on avait parlé, plus 12% depuis le début de l'année. Siemens Energy, quasiment plus 20%. Nvidia qui était reparti à fond. Et c'est vrai que ce que vous avez dit juste avant est hyper intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier que là, c'est la première fois, et les chercheurs d'or et ceux qui vendent les pelles ont gagné. Les vendeurs d'or, c'est les Nvidia, non, c'est les Microsoft, Meta et tout, et les hyperscalers. Les hyperscalers et ceux qui fournissent les Nvidia. Et tout le monde a monté. Et il ne faut pas oublier que les CAPEX de Meta et de Microsoft, c'est le chiffre d'affaires d'Nvidia. Voilà, c'est les deuxième et troisième plus gros clients, je crois premier, deuxième, pardon, plus gros clients de Nvidia. Et clairement, ce qu'on est, je crois que j'ai oublié les marges de Nvidia, mais je crois que c'est... On est à 75. Voilà. Ah bah non, marge brute, c'est ça. Non, je parle en marge. C'est combien, pardon Non, plutôt 50. Ou... En marge EBIT, en marge. Oui. Marge brute, on a 80. Ah oui, marge brute, oui, d'accord. Marge nette. Marge nette, vous connaissez des sociétés qui restent des marges au-dessus de 50. Voilà, je pense que les acheteurs de Meta et de Microsoft, si on voit qu'on peut faire quelque chose d'aussi avec 3 fois moins cher, je pense vraiment pas que les marges d'Nvidia sont soutenables, et c'est pour ça que Nvidia est une des plus fortes baisses aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis assez prudent dessus, parce que voilà, la croissance est là. Là, on comprend que DeepSeek a réussi cette performance et s'est percé dans son modèle d'IA en ayant sans doute accès à beaucoup moins de puces ou d'avancées de puces de pointe fournies par Nvidia que ses concurrents américains, bien évidemment. D'après, ils auraient utilisé que 1000 puces. Bon, moi, ça ne me parle pas grand-chose. Oui, beaucoup, je sais pas, 2000, on dit 2000. Moi, j'ai 2000 de milliers pour les autres. Après, voilà, moi, je suis pas assez technique pour comprendre qui a raison. Donc, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que dans toutes les news sell-side aujourd'hui, il y a des sociétés comme la Société Générale qui fait un très gros travail de recherche ce week-end, qui a dit, bah non, ça ne remet rien du tout en cause. D'autres qui sont très inquiets, comme on a pu voir sur X ce week-end. Voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais en tout cas... Enfin, il y a une concurrence chinoise. Ça ne remet rien en cause, mais il y a quand même un acteur chinois là qui est à la hauteur, on va dire. Mais ce qu'il fallait, c'est la fameuse allumette. Donc nous, c'est un peu ce qu'on attendait, parce que ce qui est affreux, c'est qu'en plus, vous savez, nous, chez Gay-Lussac Gestion, on est sur les small et mid-cap equity, donc c'est sur des actions qui ne sont pas du tout sur cette vibe de l'IA. Et je pense qu'on est arrivé un peu, comme avec l'élection de Trump, au paroxysme des gens qui dit je veux plus d'Europe, plus de France, encore moins de small cap et que de l'US. Donc pic pessimisme en Europe, pic Trump aux États-Unis. Et voilà, il suffit qu'il y ait un tout petit peu d'argent qui revienne vers d'autres secteurs, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est pas tout le marché a été entraîné à la baisse, c'est vraiment les valeurs liées à l'IA et les dérivés secondes comme les... C'est bien ciblé. Très ciblé. Vous avez vu aujourd'hui le luxe, on peut en reparler, qui a quand même beaucoup mieux. L'Oréal est encore en hausse, LVMH est en hausse. La santé, Sanofi, les telcos, ça va. Voilà. Oui, les valeurs mais... qui ont des valorisations
un peu plus abordables. Ce qui permet d'ailleurs à des indices européens de très bien tenir, alors qu'on a quand même une ASML qui peut perdre 10%. ASML, ça pèse aussi un peu son poids quand même, on va dire. De l'Eurostoxx. Donc voilà, pour l'instant, c'est assez sain. Ça va peut-être calmer notamment cette thématique de flux qui arrivait automatiquement dans les ETF. Donc voilà, bon, c'est une première allumette. Ça va peut-être pas s'effondrer tout de suite. Vous savez comment ça se passe. Je pense que ça va être très vite racheté. Oui. Et c'est ce que dit Goldman Sachs, c'est ce qu'on appelle les valeurs momentum. C'est l'année dernière, c'est plus vous aviez du momentum, plus ça marchait, je crois. Bon, ça a peut-être remonté en séance, mais je crois que c'était la deuxième pire séance de crack momentum. Les valeurs momentum étaient quasiment à moins 7,4% cet après-midi, quoi. Jeanne, qu'est-ce que tout ça vous inspire? Alors, il y a la dimension marché, la réaction de marché du jour, ce qu'on peut en retirer, et puis la question de savoir si c'est un sujet qui reste vraiment pure tech, ou est-ce que ça peut devenir un sujet macro plus global. Le fondateur de DeepSeek, donc Liam Wenfeng, nous dit que plus d'investissement ne veut pas dire forcément plus d'innovation. Et semble-t-il qu'il a réussi à atteindre un niveau d'innovation important, avec sans doute beaucoup moins d'investissement et de capital mobilisé que d'autres ailleurs dans le monde. Alors moi, je ferais peut-être une distinction entre le côté boursier, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, ou depuis même, oui, on a eu un rattrapage de ce que j'appellerais entre guillemets la value, dans lequel on peut mettre l'Europe, etc., avec des marchés, qu'on soit aux US ou en Europe, qui, à vendredi, étaient sur des plus hauts historiques, y compris l'eurozone. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Donc, une espèce de respiration, on va dire, liée probablement au fait que le risque a été perçu, ou le risque d'augmentation des tarifs douaniers a été perçu comme moindre. Donc du coup, il y a une prime de risque qui s'efface, et il y a une respiration, en particulier sur... et puis peut-être aussi une prime de risque géopolitique, avec l'hypothèse dont on avait parlé d'ailleurs la dernière fois, qui était que peut-être il pourrait y avoir une issue favorable à la guerre en Ukraine, tout ça qui est une prime de risque très importante sur les actifs euros, et qui tout d'un coup diminue. Donc ça propulse les actifs euros. Après, sur le caractère particulier de la tech, de DeepSeek, etc., je ferai juste une remarque, c'est que de mon point de vue, c'est pas tout à fait les attentes. On n'est pas tout à fait sur un moment où on était. C'est en fait un modèle dans lequel aujourd'hui les valeurs, comme Nvidia et comme d'autres, avaient des marges, ce qui a été évoqué, gigantesques. Ouais. Donc, et ça n'est jamais durable. Jamais. Les vendeurs de pelles et de pioches c'est pas parce que ont bien vécu. C'est même si la bourse n'avait pas monté, de toute façon, c'est rarissime qu'une entreprise puisse maintenir des marges à 50% pendant très longtemps. Ouais. Voilà. Donc après, savoir si la société chinoise cette société-là est en train de développer ce que j'appellerais de l'IA low cost. C'est possible, et peut-être qu'il va se développer de l'IA à deux régimes, entre guillemets, qui n'aura peut-être pas les mêmes caractéristiques. Alors, j'ai essayé d'enquêter un peu pour comprendre quels étaient les détails techniques. J'ai pas compris grand-chose, je suis honnête, sur les différences. Simplement, il semble que les avis sont pas aussi clairs que ça sur le côté disruptif de la technologie. Oui. Je pense qu'on découvre tous un peu DeepSeek aujourd'hui. Voilà, mais de toute façon, c'est parfaitement cohérent que des entreprises, on n'en connaît pas beaucoup, qui maintiennent... je n'en connais pas d'ailleurs. D'où l'idée des qui maintiennent. À un moment, voilà. Ouais. Ça vient un peu secouer aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dynamise les entreprises. Donc je ne trouve pas que ce soit défavorable. En plus, il faut rappeler quand même que il y a un caractère politique évidemment très important, et que pour des tas de raisons, on n'imagine pas qu'elle va avoir un succès fantastique aux États-Unis en particulier. En revanche, elle est numéro 1 des téléchargements sur l'App Store aujourd'hui. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni. Parce que pour l'instant, ça peut exister. Je suis d'accord, mais ça va être rapide à mon avis. Ça va se régler à coup de décret, d'executive orders, de relèvement douanier, ou de relèvement de droits de douane. Oui, non, mais c'est un point qui n'est pas neutre. Mais surtout, je pense que c'est une façon aussi pour les entreprises du secteur de réfléchir à d'autres modèles, à d'autres choses, et d'élargir l'offre, un peu comme a fait l'automobile quand ils sont arrivés aux voitures low cost, etc. Enfin, voilà. Excellent parallèle avec l'automobile, qui est un des secteurs emblématiques de la guerre ou des guerres commerciales
commerciale menée par Donald Trump. Est-ce que l'IA sera la grande bataille d'un Trump 2.0, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs, dans ces 4 prochaines années En tout cas, il a dit que c'était une priorité, c'est très clair. C'est-à-dire que le niveau de restriction des exportations vers la Chine, sensible, lié au secteur, va encore se durcir. On peut arriver à quelque chose d'encore plus fort. Alors, c'est très difficile, évidemment, de se prononcer. Je dirais simplement que j'ai eu l'impression que l'administration, par opposition à l'administration Biden, qui était beaucoup sur un concept de restriction, y compris d'ailleurs dans les derniers jours, j'ai l'impression que l'administration Trump est plus sur un concept d'augmenter les tarifs douaniers. Dans leur réflexion économique, j'ai l'impression qu'ils préfèrent ça plutôt. D'ailleurs, c'est l'outil numéro 1. Il semble. Alors, je ne vais pas... voilà. Non, mais on a compris que c'était un peu le couteau suisse, ces tarifs douaniers. Oui, par exemple, ça sert à tout, quoi. On a vu l'histoire de la Colombie ce week-end. Ils veulent obtenir la possibilité de exiler les Colombiens chez eux, etc. On refuse les avions, hop. C'est 25%, voire 50%. Et puis, du coup, immédiatement, la Colombie dit OK. Ils auraient pu dire on va faire des restrictions, on va mettre en place des mesures de rétorsion, ce qu'aurait fait typiquement l'Europe, qui est beaucoup plus dans une idée de restriction et de rétorsion plutôt que... là, c'est un peu le côté très brutal, quoi. On y va, et puis c'est l'outil de négociation. On ne s'embarrasse pas de diplomatie. Oui. Non, c'est pas dans la diplomatie du tout. Ça a le mérite d'être clair. Après, ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'on ne sait pas forcément quels vont être les prochains sujets particulièrement importants pour la... C'est pas, ça c'est la surprise. Honnêtement, je crois que personne ne s'attendait à la Colombie ce week-end. Non, mais ça a été réglé effectivement très vite. En quelques heures. À tel point que c'est pas un sujet d'ailleurs ce lundi matin, mais ça montre bien la manière dont Trump peut utiliser ses tarifs. Ils l'ont dit, et Bessent l'a dit aussi très clairement, c'est un levier transactionnel. Je reviens à mon petit sujet d'IA, Céline. Alors, je comprends la différence entre investir dans des valeurs qui vous paraissent trop chères et croire malgré tout que l'IA sera une révolution. Comment ça se traduit dans votre stratégie ? C'est-à-dire, où est-ce que vous voyez de la valeur dans le thème IA aujourd'hui, demain, et comment on essaye de capter cette valeur si c'est pas à travers Nvidia ou d'autres, On cite Nvidia en tant qu'emblème. Alors, ce qui me semble extrêmement intéressant avec ce qui a été annoncé ce week-end, c'est que ça fait à peu près 2 ans qu'on nous dit la Chine est non investissable, la Chine, de toute façon, va être squeezée par les tarifs douaniers, la Chine va être empêtrée dans des problématiques technologiques parce que les puces ne sont pas accessibles pour les Chinois. On va les asphyxier, quoi. Et donc, aujourd'hui, on découvre que finalement, malgré tout ce qu'on leur a mis sur leur chemin, mais ils arrivent quand même à faire quelque chose. Donc ça, c'est quand même ultra intéressant. Ça, c'est un message. C'est un message que le marché doit pouvoir entendre. Et donc, je pense que ça, c'est un message intéressant. Ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas complètement morts. Voilà. Alors après, l'autre message aussi, à mon avis, qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir avoir accès potentiellement à des solutions moins chères que ce qu'on pensait. Et des solutions moins chères qui vous permettent d'augmenter votre productivité, il y a des entreprises qui vont en profiter. On parlait des pelles et des pioches tout à l'heure. Ce qui va être important, c'est de comprendre, un peu comme quand on a mis en place le chemin de fer, mais il y a par exemple, des stations balnéaires qui ont émergé. Voilà. Donc il va falloir s'intéresser aux dérivés secondes d'un accès facilité à des outils de productivité plus importante. Et une productivité plus forte, il y a des entreprises, notamment industrielles, qui vont en profiter. Parce qu'elles vont avoir des outils qui vont leur permettre de produire des voitures moins chères, de produire des solutions d'air conditionné moins chères. Et ça fait déjà un cas d'investissement pour vous ? Ça, pour moi, c'est très intéressant. Ça se retrouve déjà dans des cas d'investissement concrets. Ça peut être très intéressant parce que on parlait, je vous disais tout à l'heure, la Chine n'est pas morte. La Chine a construit un écosystème avec des sociétés industrielles de pointe dans un certain nombre de domaines liés à notre demande d'énergie à terme ou à notre demande d'air conditionné. Par exemple, ils ont 45% de part de marché dans l'air conditionné. On a, qu'on le veuille ou non, un changement climatique qui va affecter quelques zones géographiques, par exemple l'Inde, dans lequel on a une demande d'air conditionné. Donc ces entreprises-là, elles vont avoir
l'avantage qui est lié au fait qu'elles avaient une industrie, un écosystème intéressant, et elles peuvent s'asseoir demain sur une solution d'intelligence artificielle qui va être potentiellement attractive. Donc si on combine tout ça, on va avoir des coûts pour ces solutions qui peuvent être plus faibles que les coûts qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis et arriver sur le marché avec des produits très intéressants. Et là, par exemple, on parlait tout à l'heure de voitures, les voitures électriques de BYD. Déjà que quand on va en Chine, elles sont 10 fois moins chères que si on va aux États-Unis. Bah, potentiellement, si en plus ils ont une assise technologique qui est renforcée par cette évolution vers l'intelligence artificielle, bah, on risque d'avoir des voitures très peu chères, ce qui va être compliqué malgré les tarifs douaniers. Bon, voilà. Une guerre des prix, quoi. Donc ça, à mon avis, ça peut mettre la guerre des prix et la pression sur les prix un peu partout. Alors. Ça peut permettre à des sociétés industrielles, des sociétés de la vieille économie, d'avoir une rentabilité plus forte que celle qu'on avait anticipée. D'accord avec l'idée que si le thème de l'IA devient plus volatile, pour dire le moins, Louis, ça peut réorienter les investisseurs ou en tout cas remettre de la lumière sur d'autres sujets de marché, d'autres zones, d'autres thématiques, d'autres facteurs en fait pour investir. Les petites valeurs. Ouais. Ça, on a de se penser, mais la perche est bien tendue. Ben oui. Non mais c'est vrai que là, on a parlé tout à l'heure du pessimisme sur l'Europe en Europe et du pic US. Clairement, tout le monde était boule dollar, comme par hasard. Donc il y a un truc comportementaliste qui est très, très fort. Quoi, voilà, on est arrivé à 1,03, le monde entier long dollar, et c'est à ce moment-là, vous allez voir que l'euro va remonter par rapport au dollar, c'est évident. Et c'est pareil, depuis l'investiture de Trump, depuis l'élection de Trump, l'Europe a surperformé. Oui. Donc je pense que ça va continuer. Et c'est vrai qu'il y a eu un pessimisme beaucoup trop fort. C'est le début des publications du 4e trimestre. Elles sont très bonnes aux États-Unis. Elles vont être pas trop mal en Europe, notamment pour les sociétés européennes qui exportent aux États-Unis. Et on a pu le voir sur le terrain début d'année au Forum Modo. Le nombre de sociétés qui ont repris une forte croissance de leur carnet de commandes post-élection de Trump. Que ça soit même dans le... comment ça s'appelle, pas dans le digital, dans le conseil, une société comme Accenture, c'est ce que nous disait le patron de Wavestone, Pascal Imbert, en disant que ça y est, c'est reparti fort aux US, que même le luxe qui avait beaucoup coté, nous ont dit ça y est, ça repart un peu dans le luxe, et comme par hasard, c'est quasiment un des meilleurs performeurs depuis le début de l'année. Voilà, donc on sent que clairement, même dans le nautisme, voilà, juste avant les élections, ça faisait 6 mois. Il y a un peu de visibilité retrouvée depuis que l'élection est passée, que Trump est rentré, est vraiment a repris ses marques. Et c'est vrai que c'est plus pour les sociétés de services, donc dans la consommation. On en parlait aussi, donc tout ce qui est dans le tourisme. Au début, Accor est revenu au plus haut. Même une société qu'on a beaucoup chez nous, c'est Voyageurs du Monde. Les réservations sont reparties en forte hausse depuis octobre pour 2025. Donc voilà, tout ça, ça marche bien. On a même vu Roche-Beaubois, des sociétés dans la logistique comme Steph Idée Logistique. On disait, ça y est, la France, le volume est reparti. Avant, c'était le prix, mais maintenant, même le volume repart. Parce que voilà, les Français ont de l'argent. Vous avez vu à Noël, il n'y a pas eu de gilets jaunes, il n'y a pas eu de manifestation. Et quand on laisse le Français consommer et qu'il a la confiance, il se met à consommer. Je rappelle que le taux d'épargne montait entre 17 et 18%. Une fois qu'il n'est pas là, il est parti en vacances à Noël. Alors c'est le débat qu'on avait avec Jeanne, notamment avant l'émission, c'est entreprise par entreprise, secteur par secteur, on a ces indicateurs, ces évidences, ces signaux qui s'accumulent. C'est vrai que sur des chiffres macro encore, on ne le voit pas, ça ne transparaît pas de manière limpide, mais d'autres chiffres macro sont à venir. On va avoir le PIB. Oui, voilà, c'est ça. Mais le PIB était bon. France, la Banque de France prévoit une croissance à 0 au 4e trimestre. Est-ce qu'il y a l'effet de rattrapage, l'effet des Jeux Olympiques au 3e trimestre. Et le contre-coup du JO, le vide politique, et effectivement. Donc ça fait 0. Mais c'est vrai que ça, c'est plutôt positif. Comment la conso s'est comportée sur cette période-là. Voilà, les niveaux conso... tech, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'au niveau industrie, c'est plus compliqué. C'est vrai qu'on a vu pas mal de sociétés qui sont des dérivés secondes de la construction. Ça va être encore un peu long. Voilà, les sociétés aussi qui sont dans l'automobile ou trop proches de l'automobile, ça va être un peu long. Mais la plupart d'entre nous ont dit nos clients vont bien. Voilà, c'est juste un problème de perception politique. Et il dit quand ils vont appuyer sur le bouton, ça va repartir fort. Voilà. Donc c'était plutôt assez positif pour la France. Et à l'inverse, c'est peut-être le côté franco-français, ils étaient peut-être un peu plus inquiets de nos copains allemands à côté en disant les élections, ok, ça arrive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont emballés en disant les élections en février en Allemagne, ça va tout changer, ça va repartir. C'est pas encore gagné. Parce que voilà, eux, les Allemands ont eu 90, 2020,
toutes les planètes alignées, la croissance chinoise, le mondial, de l'argent pas cher et aussi une énergie pas chère, et là tout est en train de se retourner, et c'est vrai que c'est un peu plus problématique. Ouais. Mais bon, de toute façon on a quand même besoin de l'Allemagne quand même forte pour que l'Europe revienne vraiment investisseur. Est-ce que le facteur taille peut ne plus être un vent contraire ? Et quand je dis taille, c'est évidemment d'aller chercher des petites, moyennes capitalisations boursières, en tout cas des moins grandes que ce qu'on voit dans les top indices. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, sauf que là, les small françaises étaient négatives pour la 4e année consécutive. On était vraiment tombé à le pic de pessimisme. Aujourd'hui, on est quasiment à peine plus que les fonds propres. Pour vous dire, voilà, aux États-Unis, je ne sais pas combien le S&P, c'est combien de fois 6, 7, 8 fois les fonds propres. Ouais. Voilà, aujourd'hui, vous avez des sociétés plutôt de qualité qui ont beaucoup de cash net au bilan, qui sont plus bas. Et je pense qu'il y a eu le pic de rachat qui a été fait sur le mois de décembre. Il y a eu beaucoup de rachats, nous-mêmes, des gens qui sortaient de la France soit pour aller vers l'Europe, soit comme, évidemment aussi vers les États-Unis, comme on en a parlé tout à l'heure. Surtout pour le window dressing, les gens ne voulaient plus afficher de small cap France. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, il ne se passe pas grand-chose, mais il ne faudrait pas grand-chose pour que ça reparte forte. Voilà, c'est vrai qu'il y a la CDC qui est en train d'investir 500 millions d'euros sur la classe d'actifs qui pourrait remettre un peu de baume au cœur. Bon, 500 millions d'euros, c'est pas énorme, mais il faut remettre par rapport au PEA-PME, c'est à peu près 5 milliards d'argent. Voilà, tout ne sera pas investi en PEA-PME, mais c'est une vraie bonne nouvelle au moment où des résultats vont être quand même pas si mauvais que ça, avec une relative confiance pour 2025. Bon. Petite info sur DeepSeek, on apprend quand même qu'il y a des petits soucis en termes de gestion du trafic, voire des cyberattaques. A priori, DeepSeek est victime d'une cyberattaque à grande échelle en ce moment, aujourd'hui, et donc est obligé de limiter les enregistrements sur son modèle. Et je crois qu'il y avait déjà eu des pannes liées à l'explosion du trafic, bien sûr, sur DeepSeek. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même gérer aussi cette nouvelle fame pour DeepSeek aujourd'hui. Si je regarde un petit peu devant nous sur la semaine, Jeanne, on aura le retour des réunions de Banque centrale, Fed bien sûr, Banque centrale européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de ces deux banques centrales là, sur les premières décisions de 2025, au-delà de celles qui nous attendent cette semaine ? Alors, juste avant, je dirais un mot, parce qu'un mot optimiste. Ah. Un petit mot optimiste, pour dire que moi, je crois vraiment à la révolution que va apporter l'IA, et je rejoins en termes de productivité. Mais ça veut dire aussi que si les Chinois arrivent à faire, entre guillemets, du low cost, les Européens y arriveront, les Américains y arriveront. Alors, on regagne des chances dans la course de l'IA. Oui, je le pense. Et ça veut dire aussi que ça gomme, à mon sens, un peu la géographie entre guillemets, c'est-à-dire que je ne parle pas pour les entreprises qui font de l'IA ou de la tech, parce que là c'est quand même compliqué de rattraper les choses, mais pour les entreprises dans d'autres secteurs, on va dire que le fait que la Chine produise moins cher, qui a fait que la Chine a été notre usine, etc., ça va être de moins en moins vrai. Parce que l'avantage concurrentiel apporté par une main-d'œuvre moins chère, au fur et à mesure que l'IA permet de gagner des gains de productivité, veut dire que l'avantage est moindre. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on doit garder à l'esprit dans la réflexion sur les géographies et les gains de productivité. C'est-à-dire que la compétitivité prix aura moins d'importance dans le monde de demain et que c'est la compétitivité hors prix qui va faire vraiment la différence. C'est parce que les gains de productivité, en Europe, on n'en a pas beaucoup, on a une main-d'œuvre cher. Bon, donc ça c'est un paradigme qui quand même peut évoluer. Donc, mais il faut quand même un petit peu de temps. Mais c'est un paradigme qui peut évoluer et qui est intéressant. Alors ça suppose que les entreprises partent vraiment en Europe aussi dans un grand cycle d'investissement. Alors on le voit aux États-Unis. C'est pour ça qu'en ce moment nous on est à 0 de croissance de la productivité en Europe. Eurozone, je devrais dire. Eux, ils sont à 1,5. C'est le résultat des années antérieures. Bien sûr, 10-15 ans d'investissement. Voilà. Et puis, bon, en plus des politiques économiques qui ont été menées, qui ont toujours favorisé l'investissement aux États-Unis. Donc, voilà. Et bon, ça, c'est une chose. Après, les banques centrales s'inscrivent dans ces éléments-là. Le lien est parfait, je trouve. Oui. C'est vraiment les banques centrales. Alors, vous avez la Fed d'un côté, dont parfois on oublie qu'elle a un double mandat. Elle doit assurer le plein emploi et elle doit assurer une inflation modeste, autour de 2%. En tout cas, c'est l'objectif qu'elle s'est fixé. Eh bien, j'allais dire qu'elle n'a aucune urgence dans aucun sens. Tout va bien.
Bon, la désinflation est un peu plus lente maintenant, mais elle est un peu plus lente partout. C'est normal, le dernier kilomètre est plus difficile. Et puis, côté plein emploi, on est au plein emploi, donc elle n'a aucune raison de se précipiter. Il ne faut rien toucher, quoi. Là, tout le monde attend qu'elle ne fasse rien, mais elle va rester très data dependent, puisqu'elle a, dans une situation aujourd'hui où elle a réussi, il faut être honnête, elle a réussi ce qu'elle avait prévu de faire en sortie de Covid. Donc, c'est assez remarquable. Alors après, la BCE est dans une situation un peu plus compliquée. Alors, on va voir à quoi vont ressembler les PIB cette semaine. Ouais. Ça va être très important. Ça va nous donner des éléments un peu plus concrets sur la dynamique de croissance. Sur l'inflation, on est peu différent des États-Unis, donc c'est pas là l'enjeu. L'enjeu va être sur la dynamique d'activité et puis peut-être quelque chose qui peut freiner la BCE. Alors bon, on est tous, le marché est convaincu et on est de cet avis aussi que, la BCE va baisser, mais elle va baisser quand même de façon assez graduelle. Elle peut être gênée un peu aux entournures par l'euro. Alors, ça va mieux depuis qu'on s'est éloigné de la parité. Sinon, elle a quand même dans son mandat l'euro. Et une Fed qui serait, une quasi-inaction de la Fed cette année, oui, ça aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs. Non, quand même. Non, on ne pense pas parce que en ce moment, ce qu'on voit, c'est quand même un ralentissement de la dynamique d'emploi. Alors, donc c'est par l'emploi normalement que la Fed devrait réagir. Par le chômage. Par le chômage, pardon. Par le chômage. Oui, mais pour l'instant, on n'est qu'au ralentissement de l'emploi. D'accord. Après, et là, nous, on pense que pas immédiatement, mais elle va suivre ça très près et que s'il y a des signaux comme quoi le taux de chômage remonte, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, elle va être susceptible d'en faire un peu plus. Mais sinon, elle n'a pas d'urgence, je veux dire, ni dans un sens ni dans l'autre. Céline, comment vous appréhendez ce facteur taux dans les décisions d'investissement là, effectivement, est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est le bonus de 2025 de se dire qu'il y aura un peu de baisse de taux? Est-ce que ça peut impliquer d'ailleurs, je ne sais pas, des réveils, des dynamiques, des rattrapages importants sur des segments de marché? Est-ce que ça contribue à ça? Tout à fait, je pense qu'effectivement les marchés actions sont tirées par la liquidité. Donc c'est extrêmement important pour nous de regarder ce qui va se passer du côté des banques centrales. Et comme le disait Jeanne à l'instant, il semble probable qu'il ne se passe pas beaucoup de choses du côté des États-Unis, alors qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant longtemps du côté des États-Unis. Et la liquidité sur les marchés actions a été tirée par les États-Unis. Donc c'est un petit peu logique. Aujourd'hui, on est quasiment 70% d'un indice action international qui soit le marché américain, ce qui est colossal. C'est un top. On fera des analyses sur le Japon n'a même pas fait ça dans les grandes années du Japon. On est arrivé à 45%. Oui, c'est ça, 2 fois moins, quoi. Voilà, 45%. Mais aujourd'hui, donc 70% aux États-Unis. Et sur les États-Unis, on n'aura peut-être pas cette huile dans le moteur qu'on aime avoir sur les marchés, qui est la liquidité. Et à l'inverse, qui peut être extrêmement intéressant pour nous, puisqu'on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le fait que il est probable, là aussi, que la Banque Centrale Européenne ait un petit peu plus de capacité à faire baisser les taux d'intérêt. Donc si on a un petit peu plus de liquidité en Europe, avec effectivement une guerre en Ukraine qui arrive à son terme, et donc un prix de l'énergie qui pèse un petit peu moins sur les consommateurs, et des consommateurs qui sont un peu plus en confiance, comme le disait Louis à l'instant, et qui se remettent à utiliser leur épargne pour consommer, on pourrait peut-être avoir un environnement qui serait un tout petit peu plus favorable dans un contexte où les investisseurs européens sont dans un état de défiance très important et dans un environnement où les prix sont très bas. Donc là, on a un écosystème qui pourrait être favorable, à mon sens, pour les actions européennes. C'est pas, on a coutume de dire que l'économie n'est pas le marché action. C'est ce que disait Jeanne tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Donc c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'on va être dans une euphorie économique en Europe. Ça veut juste dire que si on va un peu moins mal, ça pourrait être porteur pour le marché. Et de la même façon, je pense qu'il y a un autre marché sur lequel on est extrêmement négatif, c'est le marché émergent. Quand j'ai entre 2000 et 2008, on ne pouvait pas parler de marchés internationaux sans parler des émergents. C'était une évidence que les émergents étaient l'avenir de l'humanité, etc. Aujourd'hui, si vous parlez émergent, c'est un gros mot et on vous dit... Parce qu'il y a la Chine dedans, beaucoup. Il vaut mieux se laver la bouche avec du savon plutôt que d'en parler. Donc je dis juste, les marchés émergents sont extrêmement mal aimés. Et on pourrait là aussi avoir une surprise du côté de la liquidité, puisqu'on a quand même eu une indication comme quoi la Banque centrale de Chine voulait un petit peu secouer la problématique déflationniste chinoise. Donc s'ils mettent de l'argent dans le système, et que là aussi les Chinois arrêtent de tout économiser parce qu'ils ont la même tendance que les Européens
une tendance à l'épargne qui est très importante, ça pourrait... On verra. Il y a du structurel. Oui, non, mais il y a des tendances Il y a des lourdes. tendances structurelles, mais leur niveau d'épargne est quand même phénoménal. Voilà. C'est l'inverse des Américains. Retour des mal-aimés, c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on vit plutôt sur une concentration toujours plus poussée des performeurs et de ceux qui tirent la performance. Juste pour votre analyse sur l'idée d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, alors évidemment, compliqué d'imaginer la formule, comment les choses pourraient se mettre en place, mais si c'est le cas, même temporairement, j'allais dire, ça enlève vraiment une prime de risque, une partie importante de la prime de risque. Non, mais je pose la question. Oui, mais je pense qu'elle... Ça veut dire quoi? Mais on reprend du pétrole depuis la Russie? Je pense que non. C'est une question. Hein. Ça veut dire que les marchés anticipent qu'il n'y aura pas de risque. Donc, il y a une prime de risque incluse. Hein. Là, le parce que les chaînes, les chaînes d'approvisionnement, elles se sont réadaptées. Mais il y a aussi la prime de risque qui est liée au fait que la guerre en Ukraine a montré d'abord la dépendance de l'Europe en termes énergétiques et la dépendance de l'Europe en termes de défense. Donc, et la prime de risque, elle était double là. Hein. Et je pense que ça la soulage au niveau des marchés. Ça ne veut pas dire qu'il y a des changements radicaux. Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup, les craintes diminuent et sur les marchés, c'est un phénomène presque psychologique. Je veux revenir sur les États-Unis. Bien sûr. À la fois sur la croissance et la politique de la Fed. Rappelez-vous, au mois de septembre, le marché entier attendait quasiment 10 baisses de taux de septembre jusqu'à 25-26. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à peine 1,5. Et il y a beaucoup de grandes banques sell-side qui n'attendent même plus de baisse de taux. Et c'est toujours pareil, c'est le pic, croissance US on l'a déjà fait, qui est arrivé. Et là, comme par hasard, les taux sont remontés quasiment au-dessus. On était quasiment le 2 ans et le 5 ans US il y a quelques semaines, quelques jours, était quasiment au niveau des Fed Funds. C'est-à-dire que le marché même anticipait des hausses de taux. Et comme par hasard, le marché va à l'excès. Et nous... on peut penser que ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment sur le chômage, il ne faut pas oublier que le chômage, derrière, aujourd'hui, il y a le pic Trump, ça y est, tout le monde est assez euphorique dans les enquêtes, mais pendant ce temps-là, il y a eu un peu d'euphorie, mais vous allez voir que peut-être dans les prochains mois, le chômage, on va de nouveau en reparler, et je suis prêt à vous parler de tout ce que vous voulez, qu'il y aura plus d'une à deux baisses de taux cette année. Il y en aura un peu plus que ce que le marché... Le marché, là, en ce moment, ça recommence. Plus que deux. Plus que deux. Bon, oui. Il y a l'effet dipsique, c'est l'effet dipsique. C'est sûr. Pareil, on est remonté à zéro. Et c'est pareil, il y a eu Goldman Sachs qui a fait à chaque fois en début d'année, il envoie à tous ses clients, combien de pourcentage vous pensez qu'il y aura des récessions? L'année dernière, il y avait quasiment 25% de gens qui pensaient qu'il y a une récession. Cette année, il n'y en a plus aucun. 100% des gens. Tout le monde pense qu'il y aura au moins 2% de croissance. Pareil, vous savez, quand le consensus dit toujours la même chose, vous savez que ça n'arrive jamais. Bon, il y a une histoire de positionnement, en tout cas, à minima. Donc je pense qu'en effet, il y aura beaucoup plus de baisse de la Fed qu'attendu, ce qui sera quand même pas si mauvais finalement aussi pour l'Europe indirectement, qui devrait quand même soutenir la monnaie. Mais à mon avis, le problème, juste pour revenir sur le positionnement de la Fed, il est plus complexe que le positionnement de la Banque Centrale Européenne, parce qu'il y a une problématique d'inflation aux États-Unis. Aux États-Unis, on a la même aussi. Hein. Aux États-Unis, qui est quand même plus sticky, parce qu'ils sont au plein emploi. Alors que nous, on a la même hausse des salaires. On a une problématique d'inflation, à mon sens, qui est plus forte, avec en plus le risque sur les tarifs, le risque sur l'immigration. Donc on a énormément d'incertitudes, et je pense que ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué pour la Fed de gérer ça. C'est presque le débat du Conseil des gouverneurs de cette semaine. Non mais si. On aurait dû aller à Davos. Bon, ce sera à suivre. La semaine ne fait que commencer avec ce signe rouge venu de Chine, donc DeepSeek, vous l'aurez compris, qui marque l'événement du jour. Peut-être une date à retenir, 27 janvier. On avait eu la date des vaccins, la date de ChatGPT, octobre 2022, là aussi, qui ouvre des perspectives qu'on n'avait pas en tête à l'époque. Et peut-être aujourd'hui, DeepSeek avec un modèle d'IA low cost. Est-ce que c'est un modèle d'avenir? C'est toute la question aujourd'hui. Nvidia chute de plus de 15% quand même sur la nouvelle, ce qui montre que les investisseurs prennent cette question au sérieux. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Céline Picmal-Prade, Picmal Houghton Investments, Louis Defels, Lusac Gestion et Jeanne Asraf-Biton, BFT IM.